Beaucoup de parents se demandent si leur enfant qui est un petit peu agité ou qui a un trimestre difficile à l'école n'est pas hyperactif. C'est un mot qui est très à la mode. Nathalie Théodore, psychologue, neuropsychologue. Alors, le trouble de l'attention est différent de simples difficultés attentionnelles ou d'un problème d'attention passager. Le trouble de l'attention est un syndrome, en fait, qui va toucher le neurodéveloppement chez l'enfant et qui va se manifester essentiellement sous trois formes. Le problème de concentration. On a du mal à rester concentré sur une tâche, on se laisse distraire par tout ce qui bouge autour. L'hyperactivité motrice. Cette difficulté à rester tranquille, à rester posé, immobile, et l'impulsivité. L'impulsivité, c'est ce besoin d'agir, on ne peut pas s'empêcher de faire ou d'agir ou d'attendre, en fait. Donc ce sont les trois signes essentiels de ce trouble. Alors, comment on différencie le trouble d'une simple difficulté attentionnelle? Le trouble touche tous les aspects de la vie de l'enfant, puisque là on va parler essentiellement des enfants, touche tous les aspects de la vie de l'enfant. On va ressentir des effets au niveau scolaire, au niveau du quotidien. Ce sont des signes, des difficultés qui persistent, c'est-à-dire qu'elles durent au moins 6 mois. C'est pas quelque chose qui dure 2-3 semaines ou qui va survenir suite à un changement dans l'environnement, un déménagement, le départ de quelqu'un. Beaucoup de parents se demandent si leur enfant qui est un petit peu agité ou qui a un trimestre difficile à l'école n'est pas hyperactif. C'est un mot qui est très à la mode. Mais non, il faut beaucoup plus que ça, en fait, pour vraiment parler d'un trouble. Les difficultés attentionnelles, comme chez les adultes, peuvent survenir pour différentes raisons. Une perturbation émotionnelle, par exemple. Un enfant qui est stressé à l'école ou à la maison. Un conflit dans la fratrie ou avec les parents, entre les parents qui l'affectent, qui va faire que, à l'école, il sera moins concentré que d'habitude. Là, on ne parle pas de trouble, en fait. Le trouble, c'est d'où l'importance du diagnostic, on va y venir. Alors, de manière générale, on le retrouve plus facilement chez les enfants, mais c'est un trouble qui persiste à l'âge adulte. Il ne se manifeste pas forcément de la même manière, mais il continue. On n'en guérit pas, c'est pas une maladie, vraiment. Quand on parle de trouble, on parle de syndrome, mais il ne s'agit pas du tout d'une maladie. Malheureusement, pour les garçons, ils sont plus souvent touchés que les filles. Les filles, à l'inverse, sont plus difficiles à diagnostiquer parce que les symptômes ne se manifestent pas forcément de la même manière. Chez les garçons, on aura un versant plus hyperactif. Ils seront distraits, ils seront plus agités. Chez les filles, on parlera plus d'inattention. Elles seront dans les nuages, elles vont rêvasser, elles seront plus effacées. Elles ont du mal à se mobiliser sur certaines activités. Donc c'est plus difficile à déceler. Un enfant qui est renfermé sur lui-même ou qui est rêveur plutôt qu'un enfant agité qui perturbe et qui attire l'attention du coup. Pour poser le diagnostic, en fait, il faut une batterie d'investigations, de bilans, en général coordonnée par le neuropédiatre. Le neuropédiatre qui est un pédiatre spécialisé dans les troubles neurologiques et neurodéveloppementaux chez l'enfant et qui va permettre de faciliter l'orientation vers les différents professionnels, notamment vers le neuropsychologue qui, à l'aide du bilan neuropsychologique, du bilan cognitif, va permettre de cibler les points forts, les points faibles de l'enfant et également éliminer d'autres sources éventuelles, potentielles, de difficultés scolaires. Il se peut également qu'il y ait des investigations en psychomotricité, en ergothérapie, pour compléter les informations et préciser le diagnostic. Alors souvent on se demande est-ce qu'on guérit d'un trouble de l'attention? Il ne s'agit pas d'une maladie, donc il n'y a pas de guérison. Les enfants naissent comme ils sont en fait, et ils le restent toute leur vie. Par contre, il y a moyen de mettre en place certaines choses pour leur faciliter la vie, pour permettre des apprentissages, parce que chez certains, les troubles sont tellement prononcés qu'il leur est difficile, voire impossible,
de se retrouver dans les conditions optimales pour apprendre en classe au même titre que tous les autres enfants. Donc à ce moment-là, les neuropédiatres, quand le trouble est avéré, peuvent proposer un traitement médicamenteux qui va permettre à l'enfant d'être plus posé, de mieux canaliser son attention. Les parents ont parfois peur quand on parle de traitement de médicaments, ils se demandent s'il n'y a pas des effets secondaires, si ça n'affecte pas leur enfant, si ça ne les ralentit pas, au contraire un peu trop. C'est à discuter avec le médecin qui va estimer, qui va déterminer la dose précise qu'il faut à l'enfant en fonction de chaque cas particulier. Il est préférable également que cet enfant soit accompagné par un neuropsychologue qui va l'aider justement à entraîner son attention, à se canaliser différemment des autres, parce que la méthodologie avec cet enfant devra lui être adaptée et différente de ce qu'on applique à une classe dite ordinaire. Il est possible également de lui mettre en place des aides, surtout en classe, pour aider, faciliter la concentration, parce que ce sont des enfants qui, la plupart du temps, ont une intelligence normale, voire légèrement au-dessus de la norme, mais qui ont tellement de mal à rester focalisés sur ce qui se passe qu'ils n'arrivent pas à capter les informations pour les apprendre et les retenir. Donc, à ces enfants, pour ces enfants, souvent, on demande une aide humaine, ce qu'on appelle une AESH. Donc une adulte qui sera assise en classe à côté de cet enfant et qui l'aidera à le recentrer sur la tâche. S'il a tendance à se disperser, le ramener à l'activité, qui évitera souvent il y a une désorganisation aussi dans les affaires, donc qui l'aidera à ranger ses affaires, à retrouver un peu le fil aussi de sa journée, de ses activités. Demande de privilégier en général pour ces enfants un cadre calme, de limiter les distractions, les distracteurs sonores, visuels, parce que ce sont des enfants qui sont très rapidement distraits, donc ils vont se laisser happer par le moindre petit truc qui passe, quelque chose à la fenêtre, un enfant à côté qui bouge. Ce sont des enfants qui saturent très rapidement, donc il faut limiter les multitâches, éviter de leur demander de faire plusieurs choses à la fois. L'aide humaine qui les accompagne souvent est amenée à découper les tâches, les consignes complexes, par exemple, en plusieurs parties, pour permettre à ces enfants de se retrouver en fait dans leur activité, éviter de se démultiplier parce qu'ils ne peuvent pas se retrouver tout seuls en fait. Donc, découper les consignes, découper les activités. C'est important de leur aménager des pauses parce qu'ils saturent très vite. Ça leur demande un effort supplémentaire de maintenir leur concentration, chose que d'autres enfants ou d'autres personnes lambda feront naturellement. Pour eux, c'est extrêmement difficile. Donc, ils fatiguent beaucoup plus vite que les autres. Ils ont besoin de se changer les idées. Et la fatigue chez un enfant qui a un trouble de l'attention ou qui est dit hyperactif, c'est pas forcément se reposer ou dormir. Ça peut être au contraire, pouvoir se lever de sa chaise, aller courir, aller bouger, se déplacer, parce que tenir en place lui demande une énergie, alors que au contraire, pouvoir se mouvoir librement, c'est plus reposant pour lui. Le manque de motivation, oui, le trouble de l'attention peut être confondu avec un manque de motivation. Mais c'est tout l'intérêt de la pose du diagnostic et des bilans des professionnels pour déterminer justement que les difficultés scolaires, attentionnelles de l'enfant ne soient pas dues à autre chose. Une perturbation émotionnelle, un déménagement par exemple qui est mal vécu, une séparation des parents, un facteur de stress à l'école ou au collège. Il y a pas mal de choses qui perturbent l'environnement de l'enfant qui peuvent se manifester en difficultés attentionnelles, qui vont faire que l'enfant en fait n'est plus intéressé, n'est plus mobilisé sur la chose scolaire parce qu'il est préoccupé par autre chose. Donc le diagnostic est très important et les bilans vont permettre d'écarter justement un simple désintérêt de l'enfant. Par contre, un trouble de l'attention qui n'est pas pris en compte suffisamment tôt et dans les apprentissages de l'enfant peut entraîner une perte de motivation de l'enfant. Ça veut dire qu'il va culpabiliser du fait de ne pas être comme les autres, il va prendre la pression. Les parents, les enseignants vont lui mettre une pression pour qu'il travaille bien, en lui disant qu'il fait exprès, qu'on ne
comprend pas pourquoi des fois il réussit, des fois il ne réussit pas, pourquoi il ne tient pas en place. Ce sont des choses qui vont rajouter un stress à l'enfant et qui vont faire que les apprentissages vont devenir un traumatisme en fait. L'idée c'est de ne pas arriver jusque-là, ça va devenir un facteur de stress et l'enfant se sentira bien, il se sentira mieux quand on n'abordera pas les apprentissages. Donc dès qu'il s'agira d'apprendre, dès qu'il s'agira des devoirs, dès qu'il s'agira d'aller à l'école, ça deviendra un problème et il fera tout pour essayer de fuir les situations à problème. L'âge moyen de diagnostic se situe aux alentours de 9-10 ans. Mais chez certains enfants, oui, on peut se rendre compte qu'il y a une agitation plus jeune. On peut se rendre compte que c'est un enfant qui se disperse très rapidement. Mais vers 9-10 ans, on estime que l'enfant est censé, ne serait-ce qu'à l'école, adopter une posture d'apprenant, d'élève, qui lui permet, même s'il n'aime pas particulièrement l'école, mais il peut se canaliser pour se mettre dans la posture adéquate pour apprendre et tenir une journée d'école. Chez un enfant qui a un réel trouble de l'attention, c'est très compliqué. Donc on lui laisse une certaine marge d'évolution avant d'être sûr qu'il s'agisse bien d'un trouble et non simplement d'un enfant qui bouge beaucoup. Alors déjà, pour apaiser les parents et faciliter leur rapport à leurs enfants, parce que les enfants agités sont souvent difficiles, ils demandent beaucoup d'énergie, les parents se fatiguent rapidement. Déjà, l'information des parents, qu'ils sachent que l'enfant ne fait pas exprès. Ça, c'est très important. Souvent, les parents sont exaspérés parce qu'ils s'imaginent que l'enfant se moque d'eux, se paie leur tête, qu'il teste l'autorité parentale. Ça peut arriver. Mais il y a un réel trouble derrière. Qu'une fois que le diagnostic est posé, le parent est en contact avec des professionnels qui vont lui expliquer comment fonctionne leur enfant. Et à partir de là, peut-être les déculpabiliser eux également de tout ce qu'ils pourraient s'imaginer faire ou mal faire, qui pourrait mettre l'enfant en difficulté. Les parents souvent ont beaucoup d'attentes autour des apprentissages. Ils ont des attentes pour leurs enfants plus tard. Il faut que l'enfant passe ses examens officiels, qu'il ait son bac, qu'il fasse des études, qu'il devienne quelqu'un dans la société. Ce sont des enfants qui vont grandir, qui peuvent apprendre un métier, mais qui auront besoin d'apprendre différemment. Il ne faut pas que les parents se focalisent sur quelque chose qui rentre dans les normes, qui rentre... il ne faut pas qu'ils s'imaginent que les enfants vont apprendre comme tout le monde ou que s'ils n'apprennent pas comme tout le monde, ils ne pourront pas apprendre un métier plus tard. Souvent, cette tension autour de l'école se retrouve au niveau des devoirs. À la maison, quand il n'y a plus l'AESH ou l'aide humaine de l'enfant, quand les aides sont mises en place, ce sont les parents qui se retrouvent avec un enfant qui bouge beaucoup, qui n'a pas envie de faire des devoirs, qui n'arrive pas à rester assis pour apprendre les leçons. Moi, je recommande souvent aux parents, si ça devient trop compliqué, de déléguer. Parce que beaucoup de relations parents-enfants se détériorent parce qu'elles tournent essentiellement autour des tensions et du stress que génèrent les devoirs, la réalisation des devoirs. Et l'essentiel des relations qu'ils ont avec leurs enfants tourne autour des reproches, des réprimandes, des exigences. Et on perd en qualité tout le plaisir qu'il peut y avoir à partager des bons moments avec les enfants, c'est perdu. Et c'est dommage. Donc, si on peut faire appel à du soutien scolaire, ça a un certain coût. J'ai vu certains parents et j'ai encouragé certains parents à s'organiser entre eux, à avoir des petits groupes d'enfants et faire tourner. C'est-à-dire que ce soir, c'est tel parent qui prend 2 enfants, 3 enfants. Le soir suivant, c'est un autre parent qui prend la relève. Ça permet de soulager les parents, que ce ne soient pas toujours les mêmes qui se retrouvent avec la charge des devoirs. Et la charge des devoirs de leurs enfants. Parce qu'on sait bien que les enfants ont un comportement privilégié qu'ils réservent à leurs parents et qu'ils ne manifestent pas forcément face à d'autres adultes. Il a du mal à se canaliser tout seul. C'est pas un enfant qui sera autonome dans son travail. Donc il a besoin de quelqu'un à côté qui va le ramener à son travail, qui va l'aider à se concentrer, l'aider à reformuler si besoin, l'aider à disséquer
les consignes, le travail, à le répartir correctement pour plus d'efficacité, lui rappeler s'il s'absente, s'il a besoin d'une pause, le ramener à l'activité, parce que ce sont des choses qui sont difficiles à gérer seul. Donc oui, c'est un enfant qui aura besoin d'un peu plus d'attention pour tout ce qui sera travail, devoir, leçon. À partir du moment où le diagnostic est posé, on peut mettre en place des aménagements, des aides, un circuit particulier. Alors, on pense parfois au dispositif Ulysse. Le dispositif Ulysse est réservé essentiellement aux enfants déficients intellectuels. Mais parfois, par méconnaissance, certains enfants sont acheminés vers cette filière parce qu'ils n'arrivent pas à suivre ou ils ont accumulé trop de retard en classe. Normalement, comme je dis, les enfants qui sont porteurs de ce trouble de l'attention, en général, ont une intelligence dans la norme. Donc, ils ne sont pas dans cette tranche de déficience intellectuelle qui demande de passer en filière Ulysse. Mais ce sont des enfants, si on ne leur aménage pas ce cadre propice aux apprentissages, qu'on ne leur met pas en place cette aide humaine qui va leur permettre de canaliser leur attention, oui, ils vont cumuler du retard au fil des ans et ils vont se retrouver avec d'énormes lacunes qui seront difficiles à combler. Mais plus le diagnostic sera posé tard, plus il y aura des choses à faire, à mettre en place, et plus il y aura eu du retard cumulé au fil des années. Il ne faut pas oublier également que le trouble du déficit de l'attention peut se manifester avec d'autres, peut se superposer à d'autres difficultés. À ce moment-là, oui, il peut y avoir des manifestations au niveau émotionnel, au niveau comportemental, qui interpellent les parents, qui interpellent l'entourage. Mais au niveau attentionnel, ce sont des enfants qui peuvent être très agités. Et contrairement aux enfants qui sont agités uniquement, par exemple, à l'école ou uniquement à la maison, et qui sont très bien ailleurs, ça peut arriver. À ce moment-là, il faut chercher l'origine autre part. Ce sont des enfants qui ont ces difficultés partout. Donc, qui auront du mal à se concentrer, qui auront tendance à être agités, à avoir du mal à rester assis, que ce soit pour faire les devoirs, que ce soit pour prendre le bain, que ce soit aux toilettes, que ce soit à une fête d'anniversaire. Ce sont des enfants qui parfois ont du mal à jouer avec les autres parce qu'ils ont du mal à suivre les règles d'un jeu. Ils auront du mal à attendre leur tour. Avec les frères et sœurs, avec les parents, ils auront du mal à attendre leur tour pour parler, pour jouer, pour intervenir. Si ce sont des enfants qui sont rêveurs, à ce moment-là, ils sont rêveurs partout, pas seulement en classe. On va leur parler en voiture, à la maison, à table. Et on aura l'impression qu'au bout d'un moment, l'enfant n'entend pas la fin de la consigne, il va demander à répéter. On va lui demander on lui dit « mais tu ne m'as pas entendu, qu'est-ce que j'ai dit ?» Ils auront du mal à rester assis devant un film. Alors là, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on a des activités qui sollicitent énormément les enfants. Les écrans, par exemple. Les jeux en ligne, les films, les chaînes télévisées où les enfants peuvent passer d'une chaîne à l'autre, peuvent passer d'une activité à l'autre. Les écrans. L'enfant qui est sollicité, qui est toujours sur les écrans et qui change d'activité tout le temps, n'apprend pas à canaliser son attention parce que c'est quelque chose qui s'apprend en grandissant. Chez l'enfant qui a un trouble de l'attention, c'est plus difficile, mais c'est quelque chose qu'il apprend en grandissant. Les activités qu'on a en ce moment avec l'évolution de la technologie compliquent cet apprentissage. Donc il faut faire attention, il faut aménager des temps de pause, il faut aménager des temps en plein air, des échanges avec d'autres enfants et essayer de limiter au possible les écrans. L'activité sportive est un plus en fait, de permettre à l'enfant de se dépenser, de lui donner un cadre pour se dépenser avec des règles, surtout une activité qui lui plaît, c'est très important. Le plaisir sera important. Parfois, on aura l'impression que l'enfant investira moins certaines activités que d'autres. C'est un enfant qui a du mal à gérer l'ennui.
Donc moins l'activité l'intéressera, plus il aura du mal à fournir l'effort, comme tout le monde en fait. L'effort de concentration nécessaire pour l'amener jusqu'au bout. Donc, dans la mesure du possible, cherchez le plaisir dans les activités. Les devoirs, c'est pas toujours évident, mais il y a d'autres façons, il y a d'autres approches. Les devoirs, je voulais revenir sur les devoirs. Dans la réalisation des devoirs, les enfants ont du mal à tenir en place. Donc, il faut leur permettre de bouger, de se dépenser, de se dégourdir les jambes. Quand les enfants bloquent sur certaines activités, on a l'impression que ça ne rentre pas. Il faut éviter d'insister. C'est ce qui peut mener au traumatisme, au blocage, en fait. Il faut essayer. Je préconise plutôt de changer de méthodologie, tenter une approche différente, demander de l'aide. Quand les enfants, souvent porteurs de troubles de l'attention, sont accompagnés par des professionnels. Si c'est associé à un trouble du langage, ils sont accompagnés par un orthophoniste, un neuropsychologue, un psychologue, les ergothérapeutes. Ils peuvent fournir des alternatives, d'autres méthodes pour accompagner ces enfants et pour leur permettre d'apprendre sans forcer, en fait. Donc, voilà. Et ce qu'il faut retenir, donc dans le trouble attentionnel n'est pas simplement une difficulté à se concentrer, c'est un syndrome réel, c'est un trouble du neurodéveloppement qui débute chez l'enfant et qui dure toute la vie. Il se manifeste par 3 aspects particuliers: le trouble de la concentration, l'hyperactivité motrice et l'impulsivité. Comme j'ai dit, c'est quelque chose qui suit l'individu de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. On n'en guérit pas, on apprend à vivre avec. Il y a des aménagements, il y a des solutions. Il faut vraiment le diagnostiquer, ce trouble, le plus tôt possible. Plus le diagnostic sera posé tôt, mieux l'enfant pourra s'épanouir dans sa scolarité et mieux les parents se sentiront également et ça améliorera leur rapport à leur enfant.